Oui, je vous invite quand même à mettre des petits émoticônes s'il y a s'il y a des symboles qui vous ont parlé, qui vous parlent ou qui parlent, je sais pas, une émotion peut-être particulière. Ça me permet d'avoir un petit baromètre, c'est pas mal, et puis de le partager. Alors, on va partir sur ce mois de février. J'ai le dessin en face des yeux, magnifique. Et comme la dernière fois où je vous avais parlé de l'importance pour moi des différentes cosmologies qui sont présentes sur la Terre. On était parti avec la roue de médecine des peuples autochtones d'Amérique du Nord la dernière fois sur le mois de janvier. Et là, cette fois-ci, sur le mois de février, la proposition, c'est de partir sur une autre roue de médecine, qui est une roue de médecine d'origine celtique et païenne et qui est composée, celle-ci, de 8 fêtes saisonnières. Donc, il y a 2 solstices, il y a 2 équinoxes, mais il y a également 4 fêtes intermédiaires qui marquent bien toutes ces fêtes-là. Elles marquent vraiment des grands passages sur l'année. Et ces célébrations peuvent se faire en solo ou peuvent se faire en communauté. Mais voilà, ce sont des temps de cérémonie pour s'accorder à la magie de ce moment-là dans l'année. Et la forme actuelle de cette roue, on va dire cette roue celtique, enfin d'origine celtique, cette forme actuelle qu'on connaît avec les 8 célébrations, c'est une construction assez moderne en fait qui date de la moitié du siècle dernier. Et c'est Ross Nichols et Gerald Garner qui ont rassemblé en fait des traditions druidiques et des sabbats païens qui ont proposé ce cycle en fait des 8 célébrations pour un cycle saisonnier assez cohérent. En tout cas, l'esprit de cette première fête de février, lui, il reste ancien, c'est observer la nature, honorer les cycles et se préparer au retour de la vie. Et cette première fête, c'est le sabbat d'Imbolc. Donc, il est célébré le 1er et le 2 février. Donc, on a un peu échangé sur ce sabbat en début de mois dans le chat, mais voilà, c'est vraiment ça qui rayonne dans ce dessin. Et en fait, c'est une invitation, c'est le printemps qui s'avance vers nous, mais sur la pointe des pieds. L'énergie, on sent que l'énergie, elle change sous la terre. Et en fait, c'est l'énergie du printemps qui commence, voilà, sur la pointe des pieds à arriver. Et c'est en direction vers l'équinoxe de printemps qui est en date du 21 mars. Et là, on célébrera Ostara et ça marquera officiellement donc sur le calendrier l'arrivée du printemps. Et ensuite, c'est toujours la même direction, c'est comme une flèche, ça va aller jusqu'à la fête de Beltane le 1er mai. Et là, ça confirmera vraiment la pleine vigueur du printemps. Donc là, on est vraiment qu'aux prémices. Et toute cette période-là, des prémices jusqu'à la célébration de Beltane, on peut aussi l'assimiler symboliquement au passage, par rapport à la déesse, au passage de la déesse de l'âge d'enfant à l'âge de jeune fille. Et on peut aussi le symboliser, voir la symbolique, le relier au cycle de la Lune. Et là, c'est la Lune croissante. C'est vraiment la lumière qui naît de l'obscurité et qui grandit doucement. Donc le printemps, il n'est pas encore là, mais il s'annonce. Sous la terre encore froide, il y a quelque chose qui change déjà. Il y a la sève des arbres, des plantes qui commencent à se préparer. Il y a les graines qui frémissent. Il y a les brebis qui donnent leur lait aux agneaux naissants. La vie recommence d'abord dans l'invisible. Alors, le mois de février, c'est un temps de purification, c'est un temps de nettoyage, on nettoie nos foyers, c'est un temps de réveil de la terre. On prépare les semis aussi à cette période-là.
On honore progressivement le retour de la lumière par des feux, par des processions, par des rituels. Et on va voir aussi que pendant cette période-là, les rituels sont aussi portés autour de l'eau et autour des sources. Donc, pendant Imbolc, pendant cette célébration, ça ne demande pas d'agir encore. Imbolc invite à allumer la première flamme, à clarifier ses intentions pour écouter ce qui veut naître, ce qui veut renaître, pardon. Et donc, en figure emblématique de l'Imbolc, il y a Brigitte. Brigitte, c'est l'une des grandes déesses de l'ancien peuple divin d'Irlande. Alors, on dit qu'elle est fille de Dagda, le grand dieu père, et elle appartient évidemment à ce grand panthéon celtique. Sa mère, elle n'est pas clairement nommée dans les récits, mais certains disent que c'est Dana, et Dana, c'est la grande déesse mère. On raconte que Brigitte naît à l'aube, entourée de lumière, et parfois même, dans certains récits, on la retrouve entourée au milieu d'une colonne de flammes montant vers le ciel. Et dès sa naissance, elle porte la signature du feu sacré, celui qui éclaire, qui réchauffe et qui transforme. Brigitte est souvent décrite comme une déesse triple. Alors, pas seulement comme la figure de jeune fille, femme sage sur la roue de l'année, mais aussi dans son rayonnement d'action. Il est multiple. On parle de Brigitte de la poésie et de l'inspiration. C'est la patronne des poètes, des bardes et des artistes. Elle souffle la parole sacrée. On a aussi Brigitte de la forge et de l'artisanat. C'est la patronne des artisans, déesse de la forge. On verra aussi que ce sont les femmes qui sont gardiennes du feu. Donc, c'est la gardienne du feu sacré, de la transformation physique, de la patience, du geste juste. Et son troisième rayonnement d'action, c'est Brigitte de la guérison, de la fertilité et des sources. Elle est associée aux sources, aux puits, aux lieux de guérison, à ces lieux de guérison avec l'eau. Et elle est liée également aux plantes médicinales, aux soins du corps et de l'âme. Elle est invoquée par les sages-femmes et par les femmes en travail. Et ces trois aspects, ils parlent tous les trois d'un même mouvement, c'est de transformer la parole, de transformer la matière et de transformer la blessure en réparation. Alors Brigitte, on en entend beaucoup parler, enfin on voit, il y a beaucoup de posts sur les Insta, etc. Donc je ne vais pas m'étendre trop, mais à savoir quand même que avec la christianisation, il y a beaucoup des attributs de Brigitte qui sont passés à Sainte Brigitte de Kildare. Et en fait, Sainte Brigitte de Kildare, elle est née dans les années 450 et quelques, je ne sais pas exactement. Elle est ordonnée religieuse et elle a fondé l'église du Chêne. Et l'église du Chêne est très inspirée par la foi dans laquelle elle est née, parce qu'elle est née d'un père druide. Et ensuite, elle fut béatifiée après sa mort. Et le 1er février, qui avait toujours été consacré à Brigitte, est devenu, avec la christianisation, le jour de la Sainte Brigitte. Et le feu perpétuel qui était gardé par les femmes à Kildare, les puits qui étaient consacrés par Brigitte
deviennent ceux de Sainte Brigitte. C'est comme si la flamme de la déesse avait changé de nom sans jamais s'éteindre. Voilà pour ce que je voulais dire sur Brigitte. Après, Alexandra, peut-être qu'elle pourra compléter aussi. Je sais qu'elle est très connectée. Euh, donc sur le dessin, j'ai représenté Brigitte, non pas avec un grand feu de joie, mais plutôt j'ai choisi la bougie euh, parce que c'est une flamme du renouveau intérieur. C'est une lumière qui est fragile en apparence, mais qui est suffisante pour traverser l'obscurité et pour montrer le prochain pas. C'est la flamme qu'on protège en hiver, que l'on nourrit, car c'est elle qui rallume la vie en nous. Alors, un autre symbole dans ce dessin de février, c'est l'agneau. Et ce petit agneau, c'est vraiment le symbole phare aussi d'Imbolc. Imbolc qui veut dire lait de brebis. Et pourquoi? Parce que autour d'Imbolc, autour de cette fête-là, de cette date-là, en tout cas, les brebis commencent à mettre bas. Et c'est l'un des premiers des signes visibles que la vie revient. Donc, il porte l'énergie du tout début. La naissance, la fragilité, la confiance simple du nouveau-né. Il symbolise la pureté du renouveau, quelque chose de neuf, encore tout délicat, qui a besoin de soins et de protection pour grandir. Il évoque la douceur, la tendresse, la présence maternelle. Mais il est aussi une promesse d'abondance, parce que quand les agneaux naissent, le troupeau se renouvelle et la vie continue. Donc l'agneau nous rappelle que tout commencement est fragile et que ce qui naît demande d'être nourri avec attention pour devenir fort. On va passer à la symbolique des fleurs et en premier le perce-neige qui est la première fleur qui traverse la neige. Il devient naturellement un symbole d'espoir, de renouveau et de renaissance. Il annonce que l'hiver n'est pas éternel et que la vie recommence. Alors, il y a eu à une certaine époque aussi, à l'époque victorienne, sa présence dans les cimetières lui a donné une connotation un peu plus triste. Il était associé aussi au deuil et à la malchance. Mais oui. Mais ce qu'on en garde, en tout cas, de cette information, c'est comme un rappel de son lien avec le passage entre la fin et le recommencement. Sa tige toute fine qui perce le froid incarne la persévérance et la résilience également. Une force douce mais déterminée, qui avance malgré les conditions difficiles. Et puis, évidemment, sa blancheur évoque la pureté, la modestie et puis l'innocence. Il y a il est présent dans de nombreuses légendes, en fait, dans de nombreuses légendes qui racontent la naissance du printemps. Dans la tradition chrétienne, c'est après que Ève et Adam aient été exilés de l'Éden, hein, du paradis. Euh, Ève était en dépression totale d'être sous la neige.
Et en fait, il y a un ange qui a transformé, qui est venu à son secours, en fait, en soutien, qui a transformé les flocons de neige en perce-neige pour la consoler et pour lui promettre le retour du printemps. Que c'est touchant. Et il y a aussi dans de nombreux mythes de la Grèce antique, euh, notamment, il est relié au mythe de la déesse Perséphone, qui revient du monde souterrain et qui va montrer, qui est donc impliquée dans le cycle des saisons et dans le mouvement de vie, mort, renaissance. Alors Perséphone, c'est c'est la fille de Déméter, et Déméter, c'était la déesse des moissons. Et Perséphone fut enlevée par Hadès, donc le dieu de l'enfer, et emmenée dans un monde souterrain. La mère Déméter était folle de chagrin et a laissé la terre devenir complètement stérile. Plus rien ne poussait. Et ce fut l'hiver. Et à un moment donné, il y a Zeus qui s'en est mêlé, qui a voulu trouver une solution. Mais entre-temps, comme Perséphone était partie dans ses poches avec des graines de grenade aux enfers, et elle en a mangé pendant qu'elle était aux enfers, du coup, elle était liée à ce lieu-là. Donc même si Zeus est venu la sauver pour qu'elle ressorte de ce lieu, elle était quand même liée aux enfers. Et quand elle revient en fait auprès de sa mère, la nature refleurit, c'est le printemps. Et quand elle repart sous terre, la terre s'endort et c'est l'hiver. Donc les premières fleurs comme le perce-neige annoncent son retour et la renaissance de sa vie, hein, de la vie plutôt. Et à travers ces histoires, le perce-neige devient donc un petit miracle discret. Il porte la médecine de la foi invisible, le signe que même dans le gel, la lumière prépare son retour. Donc savoir que quelque chose pousse, même si on ne le voit pas encore. Il porte aussi un message de soutien et de renaissance, puisqu'après l'épreuve, il y a une nouvelle vie qui peut éclore. Ensuite, il y a les crocus. C'est aussi l'une des premières fleurs qu'on peut voir au printemps. Et les crocus sont colorés, sont lumineux, donc de couleur violette, il y en a des blancs, il y en a des jaunes, et ça symbolise vraiment la joie, la vitalité et le nouveau départ. Ces couleurs, elles réveillent l'énergie, la motivation, la créativité. C'est une fleur qui est solaire, qui remet du mouvement après l'hiver. C'est idéal de se connecter au crocus pour relancer des projets. Et dans les mythes grecs, pareil, hein, il y a beaucoup de mythes avec les crocus. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont liés beaucoup à l'amour et aux émotions profondes. Alors parfois c'est heureux, parfois pas. En exemple, le lit divin de Zeus et de Héra a été fait de crocus. Et une autre histoire un peu plus triste, mais qui finit bien, c'est Crocus et Smilax. Crocus est un noble, amoureux d'une bergère, Smilax, qui ne veut pas de lui. Et Crocus, désespéré, se suicide. Et les dieux sont tellement émus que Crocus est Crocus et que Smilax est vigne et que après, pendant les célébrations de mariage, en fait, on tisse des guirlandes pour entrelacer ces deux plantes. Et donc, en fait, tout ça, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est comme un rappel que la renaissance passe aussi par le cœur. Donc, le crocus annonce un renouveau joyeux. Après la survie de l'hiver, il y a le retour de la couleur, de l'élan, de la vie. Un autre symbole, les oies. Alors, les oies sont des oiseaux de migration, donc qui portent naturellement la symbolique du voyage et des passages de vie. Elles savent quand partir, elles savent quand revenir et elles savent quand changer de cap.
Elles écoutent leur rythme naturel. Ça nous rappelle l'instinct du loup. Elles sont liées à la guidance parce que c'est avancer avec confiance, suivre son chemin, même sur une longue distance. Leur vol en formation en V est un exemple de coopération. Elles changent régulièrement de place pour se relayer, pour se soutenir et pour tenir sur de longues distances et sur de longues durées. Et s'il y a une noix qui se blesse, il y en a d'autres, il y en a certaines qui restent avec elle jusqu'à ce qu'elle puisse repartir. Elles incarnent la loyauté, l'entraide et la solidarité. On ne laisse jamais une noix de côté. Donc les oies, elles parlent d'un esprit de communauté, dans le partage, dans la communication claire, dans des liens sincères. Elles rappellent qu'on peut avancer loin quand on n'est pas seul et que personne n'est obligé de guérir ou de traverser des passages difficiles en solitaire. Elles sont aussi des gardiennes de l'espace personnel parce qu'elles sont capables de douceur comme de fermeté. Qui s'est déjà fait bousculer par une oie ou même pincer? Ouais, voilà. C'est des souvenirs assez terribles quand on est gosse. Elle nous invite à créer des relations engagées et nourrissantes et à trouver notre tribu d'âme. Non, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Elles enseignent l'importance de poser ses limites, surtout, pardon. De poser nos limites avec courage. Je reviens sur ce que je venais de dire. C'est qu'en fait, c'est un animal c'est l'animal de couple et de fidélité. L'oie choisit souvent un partenaire pour la vie. Mais ça, c'est la majorité des oiseaux. Hein. Il y a à peu près 90% des oiseaux qui sont monogames. Alors que les mammifères, eux, nous, il n'y a que 3-10%. Hein. Voilà. Alors, ce message étant passé. Donc, je reviens à l'oie, quand même, c'est bien plus poétique. Elle nous invite à créer donc des relations engagées et nourrissantes et à trouver notre tribu d'âme. Enfin, l'oie est liée à la communication à travers les écrits, à travers l'écrit. La plume d'oie fut longtemps utilisée comme outil pour l'écriture. Elle porte la symbolique. Ça me fait rire. Donc, je reviens. Elle porte la symbolique donc des histoires, de l'imagination et de l'expression créative. Elle aide à traverser les passages à vide grâce à l'écriture, grâce à la parole. Donc, l'oie ouvre des horizons. Elle invite aussi à élargir nos visions, à oser de nouveaux voyages, que ça soit dans le monde tangible ou dans le monde spirituel. On a un autre symbole, c'est celui du labyrinthe. Alors, le labyrinthe, c'est un symbole qui est ancien, qui est universel. On le retrouve dans dans de nombreuses traditions. C'est l'image du voyage intérieur, du chemin vers la transformation et vers la découverte de soi. Alors, dans le texte du calendrier, j'avais fait référence à un labyrinthe. C'est le labyrinthe de Knossos. Et dans la mythologie grecque, il est construit comme un passage à sens unique. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au centre et un seul chemin qui permet d'en sortir. Et il est très lié, donc il est complètement lié même au mythe du Minotaure, cette créature qui est enfermée dans les profondeurs de ce labyrinthe. Et c'est Thésée qui entre pour l'affronter. Bien sûr, il est aidé par Ariane, qui lui confie un fil pour qu'il puisse retrouver la sortie.
Donc ce fil, c'est important aussi, j'avais envie d'en parler parce que c'est aussi un symbole très précieux. C'est le symbole de la sagesse, de l'amour, de la conscience qui empêche de se perdre dans ses propres ombres. Le centre de ce labyrinthe représente notre psyché profonde, nos peurs, nos parts inconnues. Y entrer, c'est accepter de regarder ce qui vit en nous. Et en sortir, c'est renaître avec plus de clarté. Bien évidemment, tous les labyrinthes ne sont pas des pièges. Il existe aussi des labyrinthes en spirale inucursale. Donc, c'est celui qui est représenté sur le dessin. C'est un seul chemin continu, sans impasse, souvent rond ou ovale. Et c'est ce labyrinthe qui est très lié à la féminité sacrée, au culte de la grande déesse et aussi au cycle lunaire, à la fertilité et au voyage initiatique intérieur. Le centre de ce labyrinthe représente ou évoque l'utérus, la matrice de vie. Et le parcours devient alors un symbole de naissance, mort, renaissance. Donc ce labyrinthe est très ancien. Ce symbole-là remonte au néolithique. On le retrouve sur des pétroglyphes, sur des poteries, voilà, sur des rochers. Et, euh, il y a beaucoup d'histoires autour. Même au Moyen Âge, ces motifs entrent dans les cathédrales. Dans la cathédrale de Chartres, de Reims, d'Amiens. Il devient des chemins de prière. Le centre est c'est souvent une rosette au centre qui est associée à la Vierge Marie. Et dans la cathédrale de Chartres, il est même représenté avec une croix à l'intérieur, en son centre, qui évoque l'union du féminin et du masculin, avec la Vierge qui porte la féminité créatrice. Et il y a un troisième labyrinthe dont j'avais envie de parler dans la symbolique, c'est les labyrinthes celtes qui portent une autre petite nuance. Ceux-là, ils sont reliés à la voie de la spirale. C'est vraiment le cycle d'évolution. La spirale, elle enseigne que tout est transformation. Rien ne disparaît. Tout se transforme et tout évolue. Donc, le centre et la spirale sont indissociables. Le centre est la source et la spirale est la création en mouvement. Et on voyage dans cette spirale tout au long de notre vie. On apprend à travers nos expériences, nos chutes, nos répétitions aussi. Et dans cette spirale, quand une leçon n'est pas intégrée, ben on voit que la vie nous la représente. Mais cette spirale, elle est porteuse d'espoir. Pourquoi? Parce que on ne tourne pas seulement en rond, le mouvement, il reste ascensionnel. Chaque boucle rapproche du cœur. En fait, il y a la spirale, il y a une fois, on passe, on suit ce chemin de spirale. Et si la vie nous le repropose, hop, on monte d'un cran et c'est au-dessus une autre spirale qui se fait. Et pof. Donc, il y a quand même ce mouvement vers le haut. Se libérer des schémas répétitifs ne constitue pas de les fuir, mais ça sert à les comprendre. Alors la spirale cesse d'être une prison et devient un chemin de sagesse. Et on a le dernier symbole, l'arc-en-ciel. Alors je sais qu'il a inspiré bon nombre de personnes ce mois-ci.
L'arc-en-ciel, c'est le pont entre les dimensions, entre le ciel et la terre, entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est un signe de paix retrouvé après la tempête, un rappel que la lumière revient toujours après l'épreuve. Il invite à garder espoir, même dans les moments difficiles. Sa palette de couleurs parle d'harmonie. Chaque teinte a sa place, comme les différentes, comme les différentes parties de nous. Les émotions, le corps, l'esprit, les intuitions qui cherchent l'équilibre. Dans certaines traditions, ces 7 couleurs rappellent les 7 étapes du chemin spirituel, en résonance avec les chakras. Et lorsque notre essence profonde peut enfin rayonner. L'arc-en-ciel, il peut aussi être perçu comme un canal de guérison qui annonce une transformation positive. Donc là, l'arc-en-ciel devient le symbole de passage, d'unité et d'accomplissement. Il relie, il apaise et il ouvre vers plus grand. Donc comme Brigitte, comme les fleurs, les personnages et les crocus, comme l'agneau, comme les oies et le labyrinthe, tous ces symboles parlent du même mouvement. Le printemps commence d'abord en soi, puis la lumière trouve naturellement son chemin vers l'extérieur. En espérant que euh, les explications de ces symboles, en tout cas celles que je vous ai données, vous porteront comme moi ils me portent et, euh, et que leur signification ouvre plus d'espace encore et de compréhension pour ce que vous vivez, pour ce qu'on vit, pour ce qu'on traverse.